23 juillet 1942. Le côté le plus sombre de Treblinka commence au moment où les portes du train s'ouvrent. Les passagers descendent dans un mensonge parfait. Des bancs, des horaires, une horloge peinte arrêtée à 6 heures. Pas de baraquement, pas de travail, pas d'usine. Ce n'était pas un camp qui emprisonnait. C'était une installation qui effaçait. En moins de 2 heures après leur arrivée, presque tous seraient morts. Treblinka n'existait que pour une seule raison, l'extermination déguisée en routine. Entre juillet 1942 et octobre 1943, environ 780 000 à 925 000 personnes, principalement des Juifs, ont été assassinées ici. Cela représente près de 4 000 êtres humains par jour. Pourtant, Treblinka reste presque inconnu. Il n'existe aucune photographie célèbre. Les nazis l'ont rasé au bulldozer, planté des arbres, construit une ferme sur les tombes. Ils voulaient que cet endroit soit oublié. Pendant des décennies, il l'a presque été. Mais la machine de mort qui a fonctionné ici révèle quelque chose d'essentiel sur le fonctionnement de la Shoah, non pas par une cruauté aléatoire, mais par un processus industriel, par des papiers et des plans, par des hommes qui rentraient dîner chez eux après une journée de meurtre de masse. Ce soir, nous allons pénétrer à l'intérieur de Treblinka, non pas comme de simples observateurs, mais comme témoins du système. Nous suivrons le parcours, de l'arrivée à l'anéantissement. Nous marcherons sur le chemin qu'ont emprunté des centaines de milliers de personnes, ce chemin bordé de mensonges et qui se termine dans le gaz. Et nous poserons la question qui résonne encore. Comment cette machine a-t-elle pu continuer à fonctionner? Comment des êtres humains ont-ils pu construire un lieu conçu uniquement pour effacer d'autres êtres humains? La réponse va vous troubler. Elle le doit, car Treblinka n'a pas commencé avec les chambres à gaz. Tout a commencé par une décision, et les décisions, une fois prises, peuvent être défaites. Printemps 1942. Dans un coin tranquille de la Pologne occupée, près du village de Treblinka dans le district de Sokolov, des équipes de construction arrivent. Ils construisent quelque chose que les habitants ne comprennent pas. En réalité, il s'agit de 2 camps. Le premier, Treblinka 1, avait ouvert quelques mois plus tôt comme camp de travail forcé. Les prisonniers y extrayaient du gravier. Brutal, mais compréhensible. Ce nouveau site, Treblinka 2, se trouve à 1 mile de là, à travers la forêt de pins. C'est différent, plus petit, étrange, entouré de barbelés entrelacés de branches si épaisses qu'on ne peut rien voir à travers. Et il est construit très rapidement. L'homme qui supervise la construction fait son rapport à Berlin. Il s'appelle Odilo Globoknik, chef SS et de la police de Lublin. Globoknik répond directement à Heinrich Himmler. Le projet porte un nom de code, Opération Reinhard, du nom de Reinhard Heydrich, l'architecte de la solution finale, récemment assassiné à Prague. L'opération a un seul objectif, liquider les Juifs du gouvernement général, la Pologne centrale occupée par les nazis, aussi rapidement et discrètement que possible. Treblinka est le plus grand rouage de cette machine. Les 2 autres sont Sobibor et Belzec. Ensemble, ces 3 camps extermineront près de 2 millions de personnes. Mais Treblinka sera le plus meurtrier, car Treblinka a tiré des leçons des erreurs. La conception est délibérée. Le camp couvre environ 17 hectares et est divisé en 3 zones. Le camp 1 abrite les gardes SS et les auxiliaires ukrainiens, environ 30 Allemands et 120 Ukrainiens. Le camp 2 est la zone de réception. C'est ici que les trains déchargent. C'est ici que commence la tromperie. Le camp 3, caché derrière une clôture camouflée que les prisonniers appellent le tube, contient les chambres à gaz. Presque personne ne ressort vivant du camp 3. L'ensemble de l'installation est entouré d'une double clôture de 2,5 mètres de haut, du fil barbelé enroulé serré, bourré de branches de pin et de genévrier. Des miradors sont placés à intervalles réguliers, avec des mitrailleuses, des projecteurs, rien de sophistiqué. Ce n'est pas une prison, c'est un abattoir, et les architectes le savent. En juillet 1942, les chambres à gaz sont prêtes. 3 pièces dans un bâtiment en briques, chaque chambre mesure environ 5 mètres sur 5 et fait moins de 2 mètres de haut. Elles sont déguisées en douche. Faux pommeaux de douche, sol carrelé, un panneau indiquant les bains et les salles d'inhalation. Dans un hangar adjacent, un moteur diesel tourne au ralenti.
Certaines sources affirment que le moteur provient d'un char soviétique récupéré. Lorsqu'il fonctionne, il envoie du monoxyde de carbone dans les chambres. C'est industriel, efficace, hideux. Mais voici ce qui distingue Treblinka d'une violence aléatoire. Chaque détail sert le processus. La fausse gare avec l'horloge peinte, elle apaise les arrivants. Les panneaux indiquant des destinations fictives, ils créent la docilité. Le couloir étroit menant aux chambres à gaz empêche toute résistance, car personne ne peut faire demi-tour, personne ne peut voir ce qui les attend. Ce n'est pas de la cruauté pour la cruauté. C'est un meurtre planifié. Le premier commandant, Irmfried Eberl, est médecin. Il dirigeait le programme d'euthanasie T4, gazant des Allemands handicapés au nom de l'hygiène raciale. À Treblinka, il applique la même logique. Éliminer ceux jugés inaptes à vivre. Eberl est ambitieux. Il veut des chiffres élevés. Il veut de l'efficacité. Mais dans les premières semaines, il pousse le système trop loin. Les trains arrivent plus vite que les corps ne peuvent être traités. Les cadavres s'entassent. L'odeur atteint les villages voisins. Himmler est furieux. En août, Eberl est remplacé. Le nouveau commandant est Franz Stangl, un ancien policier qui avait dirigé Sobibor. Stangl est calme, précis, méticuleux. Il porte des vêtements d'équitation blancs et tient un fouet. Il ne crie pas, ne se bat pas. Il gère. Sous Stangl, Treblinka devient ce pourquoi il a été conçu. Une usine de mort, fonctionnant à plein régime chaque jour. À l'automne 1942, un deuxième bâtiment de chambres à gaz ouvre. Celui-ci compte 10 chambres, chacune pouvant contenir 400 personnes. La capacité de mise à mort quadruple et les wagons continuent d'arriver. Mais d'où viennent ces trains et qui se trouvent à l'intérieur? Fin juillet 1942. Dans le ghetto de Varsovie, des avis apparaissent sur les murs. Réinstallation à l'est. Les familles juives sont sommées de se rassembler à l'Umschlagplatz, le point de rassemblement, avec une valise et de la nourriture pour 2 jours. On leur promet du travail, des terres agricoles, un nouveau départ. Beaucoup restent sceptiques, mais les nazis détiennent le pouvoir. Obéir ou mourir de faim. Le ghetto est déjà un piège mortel. Maladie, famine, surpopulation. La réinstallation semble être une chance de survie. Entre la fin juillet et septembre 1942, environ 265 000 juifs de Varsovie sont déportés. La plupart sont envoyés à Treblinka. Les trajets durent des heures, parfois plus longtemps. Les trains sont des wagons à bestiaux, des wagons de marchandises hermétiquement fermés, sans eau, sans air, sans toilette. Les gens se serrent les uns contre les autres dans l'obscurité. Les enfants pleurent. Les personnes âgées s'effondrent. Certains meurent en route. Leurs corps restent dans les wagons jusqu'à l'arrivée. Lorsque le train s'arrête enfin, il se range sur une voie de garage. Les portes coulissent et s'ouvrent. Les gardes SS crient « Raus, schnell ! Laissez vos bagages sur le quai, vous les récupérerez après la désinfection. » Les familles sortent en titubant, clignant des yeux à la lumière du jour. Elles voient la fausse gare, les panneaux « Białystok par ici, Łuków par là ». Tout semble presque normal. C'est justement le but. Un officier SS s'adresse à la foule. Vous êtes arrivés dans un camp de transit. Vous serez triés selon votre profession. Les artisans, avancez. Tout le monde prendra une douche et sera désinfecté avant d'être transféré au camp de travail. La coopération sera récompensée. Son ton est bureaucratique, banal, et l'espace d'un instant, un soulagement se fait sentir. Les gens plient leurs manteaux, attachent leurs chaussures ensemble pour ne pas les perdre. Mais alors, les cris commencent. Avancez, plus vite, femmes et enfants à gauche, hommes à droite. Des coups de fouet claquent. Les chiens aboient. Le ton change. Les familles sont séparées. Une mère tend la main vers son enfant. Un garde la pousse en avant. Il n'y a pas le temps de résister, pas d'espace pour réfléchir. La foule est poussée en avant, encadrée par des gardes ukrainiens armés de matraques. C'est la sélection, mais ce n'est pas comme à Auschwitz, où certains étaient choisis pour le travail. Ici, presque tout le monde est sélectionné pour la mort. Seuls quelques-uns sont mis de côté, des hommes et des femmes jeunes et forts, des menuisiers, des tailleurs, ceux qui peuvent trier les bagages, nettoyer les convois, entretenir les machines. Ce sont les Sonderkommando, les unités spéciales. Leur travail est de faire fonctionner le système.
Ils savent ce qui se passe dans le camp 3 parce qu'ils se chargent de faire disparaître les preuves. Les autres avancent, les femmes et les enfants d'abord. Ils sont conduits le long d'un chemin clôturé. On l'appelle le tube ou la route du ciel, dit Himmelfahrtstrasse. Le chemin est étroit, peut-être 3 mètres de large, bordé de barbelés et de camouflage. On ne peut pas voir par-dessus. On ne peut pas faire demi-tour. La foule pousse par derrière. Au bout du chemin, il y a un bâtiment. Il ressemble à une maison de bain. On vous dit de vous déshabiller. Laissez vos vêtements pliés, vous en aurez besoin après la douche. Les femmes ont les cheveux tondus rapidement, brutalement. Les gardes disent que c'est pour l'hygiène. Ce n'est pas vrai. Leurs cheveux seront mis en balles et envoyés en Allemagne pour garnir des matelas et fabriquer du feutre. Nus, humiliés, confus, les gens sont poussés dans les chambres. Les pièces sont bondées, 400 personnes dans un espace prévu pour bien moins. Épaule contre épaule, les portes claquent. Lourdes, hermétiques, obscurité. Puis le moteur démarre. Le monoxyde de carbone envahit la chambre. Ce n'est pas instantané. Cela prend du temps, 15, 20, peut-être 30 minutes. Les gens crient, frappent les murs, griffent les portes. Les enfants sont piétinés. Les plus forts essaient de respirer l'air plus haut. Certains perdent connaissance rapidement. D'autres suffoquent lentement. Quand le moteur s'arrête enfin, les portes de l'autre côté du bâtiment s'ouvrent, non pas sur le camp, mais sur la zone de la mort. Les Sonderkommando se précipitent à l'intérieur. Ils tirent les corps dehors, emmêlés, tordus, certains encore tièdes. Les dents en or sont arrachées à la pince. Tout ce qui a de la valeur, bagues, plombage, va dans les coffres de la SS. Les corps sont traînés vers des fosses communes. Plus tard, quand l'inhumation devient impossible, ils seront brûlés sur d'immenses bûchers, 2000 à la fois. L'ensemble du processus, de l'arrivée à la mort, prend 2 heures. Puis le train suivant arrive. Comment la SS a-t-elle pu faire fonctionner cela jour après jour? Comment les Sonderkommando ont-ils pu endurer cela? La réponse réside dans un système conçu pour briser la volonté. Les prisonniers savaient qu'ils allaient mourir. Leur survie dépendait de leur obéissance. Certains espéraient être secourus. Certains ont perdu la raison. Certains ont choisi des actes de résistance silencieux, ralentissant le travail, cachant des objets de valeur à la SS. Mais la machine continuait d'avancer, car à Treblinka, vous n'étiez pas une personne, vous étiez un numéro. Et les numéros ne résistent pas, ils sont traités. Mais ces numéros avaient des noms, et certains de ces noms ont survécu assez longtemps pour se souvenir. Ce qu'ils ont vu dans le camp 3 les hanterait à jamais. Imaginez ceci, vous êtes un menuisier de Varsovie. Votre nom est Jankiel Wiernik. Vous êtes arrivé à Treblinka en août 1942, l'un des rares tirés de la foule pour travailler. On vous dit que vous allez construire des baraquements. Au lieu de cela, on vous conduit au camp 3. Vous voyez les chambres à gaz. Vous voyez les bûchers et vous comprenez que vous n'êtes pas ici pour vivre. Vous êtes ici pour vous débarrasser des morts. C'est la réalité des Sonderkommando. Ils travaillent par équipe. Certains trient les bagages. Certains nettoient les wagons. Certains traînent les corps hors des chambres à gaz. D'autres travaillent dans les fosses communes. Puis, plus tard, sur les bûchers. Le travail est insupportable. L'odeur est suffocante. Chaque corps que vous touchez est celui de quelqu'un arrivé ce matin-là. Un enfant, un vieillard, une mère serrant un nourrisson. Les chambres à gaz elles-mêmes sont conçues pour l'efficacité, non pour la cruauté, mais le résultat est le même. Lorsque Wiernik est arrivé, 3 chambres étaient en fonctionnement, chacune mesurant environ 5 mètres sur 5, moins de 2 mètres de haut, hermétiquement fermées. Une arrivée de gaz, un sol carrelé en pente vers un drain, de fausses pommes de douche au plafond. On dit aux victimes qu'elles vont se doucher. On leur dit de se dépêcher. Certains se doutent de quelque chose, certains résistent. Mais les portes sont épaisses, les gardes sont armés et la foule derrière pousse en avant. Le moteur diesel dans la remise adjacente tourne en permanence lorsque les convois arrivent. Il est bruyant. Il crache des gaz d'échappement. Le monoxyde de carbone est directement acheminé dans les chambres. La mort n'est pas instantanée. Les survivants qui travaillaient dans les chambres à gaz racontent avoir entendu des cris qui s'estompent avec le temps. Ils décrivent des corps si étroitement serrés les uns contre les autres qu'ils restent debout,
même après la mort. Ils décrivent les visages de ceux qui ont griffé les murs, les traces étant encore visibles sur le plâtre. Lorsque les portes s'ouvrent, les Sonderkommandos se précipitent à l'intérieur. Ils n'ont que quelques minutes. Le groupe suivant est déjà en train de se déshabiller. Ils tirent les corps dans la cour. Ils vérifient la présence de dents en or, de bijoux, de tout objet de valeur. Les SS surveillent. Si un travailleur ralentit, il est battu. S'il refuse, il est abattu. Son corps rejoint le tas. Mais à la fin de 1942, l'inhumation devient impossible. Il y a trop de corps. Les fosses sont pleines. L'odeur nauséabonde se répand sur des kilomètres. Himmler ordonne la destruction des preuves. Un spécialiste est appelé, Herbert Voss, un officier SS expérimenté dans la crémation. Il conçoit un nouveau système, d'immenses bûchers construits sur des rails posés au-dessus des fosses. Les corps sont empilés comme du bois de chauffage, 2000 à la fois. On verse de l'essence. Le feu brûle pendant des jours. Wiernik, forcé de travailler sur les bûchers, écrira plus tard « Les corps brûlaient lentement. Nous devions utiliser des crochets pour les séparer lorsqu'ils se collaient ensemble. L'odeur était insupportable. La chaleur était si intense que nos visages cloquaient, et pendant tout ce temps, les trains continuaient d'arriver. Nous savions que si nous arrêtions, nous serions jetés nous-mêmes sur les bûchers. » L'ampleur est stupéfiante. Au début de l'année 1943, le nouveau bâtiment des chambres à gaz, comprenant 10 chambres, est entièrement opérationnel. Chaque chambre peut contenir 400 personnes. Cela représente 4000 victimes par cycle. Le camp traite plusieurs convois par jour. Lors des journées les plus chargées, jusqu'à 15 000 personnes sont assassinées. Les corps sont incinérés dans les 24 heures. Les cendres sont dispersées ou enterrées dans des fosses. Au printemps 1943, la SS commence à exhumer d'anciennes fosses communes pour brûler également ces corps. Ils effacent les preuves. Ils savent que la guerre tourne. Mais la SS, c'est aussi autre chose. Les Sonderkommandos sont des témoins. Ils ont tout vu. Finalement, eux aussi seront tués. C'est le plan. Tous les quelques mois, les anciens Sonderkommandos sont conduits au camp 3, abattus et remplacés par de nouveaux arrivants. Le cycle se répète. Pourtant, certains Sonderkommandos survivent plus longtemps. Ils sont compétents, ils sont utiles, et lentement, secrètement, ils commencent à organiser un plan. Parce qu'ils comprennent que s'ils doivent mourir de toute façon, autant se battre. Mais la résistance à Treblinka n'est pas comme à Varsovie. Il n'y a ni armes, ni bunkers. Le camp est entouré de forêts, de gardes et de mines. S'évader semble impossible, pourtant les prisonniers chuchotent la nuit. Ils se cachent. Ils cachent des outils, ils attendent une occasion. Et à l'été 1943, cette occasion se présente. Le génie de Treblinka. Si l'on peut qualifier de génie le meurtre industriel, ce n'est pas dans les chambres à gaz qu'il se trouve, mais dans le système qui les précède. Car l'extermination ne fonctionne que si les victimes obéissent. Et l'obéissance dépend de la tromperie. Dès qu'une famille monte dans le train à Varsovie, à Białystok ou à Theresienstadt, on lui raconte une histoire. Réinstallation, camp de travail, un nouveau départ à l'Est. L'histoire est renforcée à chaque étape. La fausse gare ferroviaire, les panneaux, l'horloge qui ne bouge jamais. Même le nom de la gare, Treblinka, est peint sur un panneau, comme s'il s'agissait d'un arrêt ordinaire sur la ligne. Quand les gens descendent du train, on leur dit de laisser leurs bagages. Vous les récupérerez après la désinfection. On leur dit de se souvenir de l'endroit où ils les ont laissés. Certains attachent leurs chaussures ensemble. Certains inscrivent leur nom sur leurs valises. Ils croient qu'ils auront de nouveau besoin de ces affaires. Cette croyance fait gagner du temps. Du temps pour trier la foule. Du temps pour séparer les familles. Du temps pour les faire marcher dans le couloir avant que la panique ne s'installe. La tromperie s'étend jusque dans les chambres à gaz. Les fausses pommes de douche. Les panneaux vers les bains. Les gardes crient « Dépêchez-vous, l'eau refroidit ». Certaines victimes comprennent la vérité au dernier moment. L'odeur, l'absence d'eau, les portes scellées. Mais à ce moment-là, il est trop tard. La chambre est bondée,
les portes sont fermées et le moteur démarre. Après la mort, la tromperie continue. Les corps sont fouillés à la recherche de valeur. Les dents en or sont arrachées, les alliances retirées. Les cheveux, déjà tondus, sont mis en balles et expédiés. Les vêtements sont triés, désinfectés et envoyés en Allemagne pour être redistribués. Rien n'est gaspillé. Les SS conservent même les cendres. Elles sont mélangées à du sable et utilisées pour paver les routes du camp ou vendues comme engrais. Ce n'est pas un pillage aléatoire. C'est un pillage bureaucratique. Il y a des inventaires, des reçus, des expéditions consignées. Le bureau économique principal des SS supervise le flux des biens des camps vers le Reich. À Treblinka, des millions de livres de vêtements, des milliers de livres d'or et des entrepôts entiers de biens domestiques sont traités. Le meurtre est industrialisé et le vol l'est aussi. Mais le système a une faiblesse, les Sonderkommando. Ils voient la tromperie, ils traitent les preuves et ils savent qu'un jour, les SS les tueront pour faire taire ce dont ils ont été témoins. Alors ils commencent à résister de petites manières. Ils cachent des objets de valeur, de l'or, des dollars, des diamants, pas pour eux-mêmes, mais pour ralentir la machine SS. Ils sabotent le matériel. Ils abîment accidentellement des vêtements. Ils travaillent lentement. Les SS les battent, en abattent certains, mais d'autres prennent leur place. Et puis, au début de 1943, les convois commencent à ralentir. Les ghettos se vident. Au printemps, moins de convois arrivent. Les SS savent que la guerre tourne. L'armée rouge avance. Les camps doivent être effacés. À Sobibor et Belzec. Les chambres à gaz sont démontées. Les terrains sont labourés. Des arbres sont plantés. Des fermes sont construites sur les fosses communes. Le plan à Treblinka est le même. Mais les Sonderkommando entendent des rumeurs. Ils savent qu'une fois Treblinka fermé, ils seront tués. Alors, un petit groupe de prisonniers, mené par un ancien officier juif de l'armée polonaise nommé Zalimir Bloch et un médecin nommé Julian Choronziski, commence à préparer une révolte, un soulèvement. Ils volent des outils, ils soudoient les gardes ukrainiens avec de l'or. Ils cartographient l'armurerie. Ils attendent le bon moment. Le plan est désespéré. Ils mettront le feu, voleront des armes, se précipiteront vers les portes. La plupart savent qu'ils ne survivront pas, mais ils savent aussi que s'ils ne font rien, aucun ne survivra. Alors, ils se préparent, ils attendent. Et par un après-midi étouffant d'août 1943, ils passent à l'action. Mais avant d'aborder le soulèvement, il faut comprendre ce qui s'est passé dans les mois précédents. Car le chapitre le plus sombre de Treblinka n'était pas celui des chambres à gaz, mais celui de la prise de conscience chez les prisonniers, que même leur mort était planifiée, orchestrée, programmée et dissimulée. Et le seul moyen de résister à l'effacement était de s'assurer que quelqu'un survive pour raconter l'histoire. Au printemps 1943, Treblinka fonctionne à pleine capacité. Le camp. Il s'agit de transports en provenance de toute l'Europe occupée, du ghetto de Varsovie, de Białystok, de Theresienstadt, de Thrace et de Macédoine, de Juifs, de Roms et de prisonniers de guerre soviétiques. Certains convois transportent des enfants séparés de leurs parents, d'autres des villages entiers. Les chiffres sont stupéfiants. Entre fin juillet 1942 et septembre 1943, on estime qu'environ 700 d'entre eux, entre 80 000 et 925 000 personnes, sont assassinées à Treblinka. C'est plus que les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki réunies, plus que la population de villes entières. Et cela se produit dans une installation d'environ la taille de 30 terrains de football, exploités par moins de 150 hommes. La logistique est aussi terrifiante que les meurtres eux-mêmes. Chaque convoi doit être déchargé, traité, puis effacé, avant l'arrivée du suivant. Les Sonderkommando travaillent par équipes épuisantes. Ils nettoient les wagons, grattant les excréments, retirant les morts asphyxiés pendant le trajet. Ils trient les bagages, les vêtements, la nourriture, les photographies, les objets de famille.
Ils coupent les cheveux des femmes avant qu'elles ne soient conduites dans les chambres à gaz. Ils extraient les corps des chambres et les fouillent à la recherche de valeurs cachées. Ils empilent les cadavres sur des bûchers et les brûlent. Et puis ils recommencent. Le traumatisme psychologique est inimaginable. Certains prisonniers sombrent dans la folie, d'autres se suicident, d'autres encore deviennent insensibles, traversant la journée comme des automates. D'autres s'accrochent à de petits gestes d'humanité. Jankiel Wiernik se souviendra plus tard avoir fait passer du pain en contrebande à des enfants avant qu'ils n'entrent dans les chambres à gaz. Cela ne change rien, mais cela a du sens. Les SS aussi s'adaptent. Ils perfectionnent la tromperie. Ils affichent des panneaux dans plusieurs langues. Ils installent une véritable horloge, qui fonctionne cette fois, pour renforcer l'illusion d'une gare de transit. Ils plantent des fleurs autour de la fausse infirmerie où les malades et les personnes âgées sont abattus derrière un paravent. Ils jouent de la musique, un petit orchestre de prisonniers forcés de se produire à l'arrivée des nouveaux déportés. La musique est joyeuse, entraînante, grotesque, mais des failles apparaissent dans le système. Certains prisonniers résistent. Un homme nommé Meyer Berliner, un juif polonais, attaque un officier SS nommé Max Bielas avec un couteau. Berliner est tué, mais son acte provoque une onde de choc dans le camp. Cela prouve que la résistance est possible. Cela sème une graine. Puis, en mars 1943, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un convoi arrive de Grodno transportant un groupe de Juifs qui ont combattu lors du soulèvement du ghetto. Ils savent ce qu'est Treblinka. Ils savent qu'ils vont mourir, et certains refusent de partir sans se battre. Lorsqu'on leur ordonne de se déshabiller, quelques-uns attaquant les gardes à main nue. Ils sont abattus sur le champ. Mais leur défi est vu et il est retenu. À peu près à la même époque, les convois commencent à ralentir. Les ghettos sont presque vides. Les SS commencent à démanteler d'autres camps. À Bełżec, les chambres à gaz sont détruites. À Sobibor, les prisonniers organisent un soulèvement en octobre 1943. Ils tuent plusieurs gardes et s'échappent dans la forêt. La nouvelle parvient à Treblinka. Les Sonderkommandos comprennent que si Treblinka ferme, ils seront exécutés. Leur seule chance est d'agir les premiers. Mais le soulèvement ne se produit pas spontanément. Il est planifié pendant des mois par un comité secret. Ils recrutent avec soin, ne font confiance à personne en dehors du cercle restreint. Ils soudoient des gardes ukrainiens pour obtenir des informations. Ils cartographient l'armurerie, là où les fusils sont entreposés quand la surveillance est la plus faible. Ils font passer en contrebande de l'essence et du kérosène pour allumer des incendies. Ils transforment des outils en armes et attendent le bon moment. Le défi, c'est le bon timing. Trop tôt, et les SS les écraseront. Trop tard, et le camp sera liquidé. Le plan est fixé au 2 août 1943. C'est un lundi, un après-midi d'été étouffant. La plupart des officiers SS sont absents. Seule une équipe réduite reste sur place. C'est maintenant, ou jamais. À 16h30, un prisonnier travaillant à l'armurerie s'introduit à l'intérieur. Il vole 20 fusils, des grenades et des munitions. Il les transmet à d'autres. Le plan est en marche. Mais alors, une complication. Un officier SS remarque quelque chose. Il commence à poser des questions. Les prisonniers comprennent. Ils doivent agir maintenant, avant que l'alarme ne soit donnée, avant que les renforts n'arrivent. Et ainsi, le soulèvement commence. Pas comme prévu, pas parfaitement, mais il commence. Le 2 août 1943, 16h45. Un coup de feu retentit à Treblinka, puis un autre. Un officier SS tombe. Pendant un instant, tout se fige. Et puis, le chaos. Les prisonniers se ruent vers l'armurerie. Des incendies éclatent dans les baraquements. Des chiffons imbibés d'essence sont jetés sur les toits. La fumée s'élève dans le ciel d'été. Les gardes ukrainiens tirent sur la foule. Les prisonniers ripostent avec des fusils volés. Certains ont des haches, certains ont des pelles, certains n'ont rien d'autre que leur rage. Zelomir Blok, l'un des chefs du soulèvement, crie «
Mort aux assassins. Treblinka doit cesser d'exister. D'autres reprennent le cri. Le soulèvement n'a pas pour but de s'évader. Il s'agit d'effacer toute trace. Si les prisonniers parviennent à détruire le camp, brûler les archives, tuer les gardes, peut-être pourront-ils priver les SS de leur victoire. Mais les SS sont entraînés. Les Ukrainiens sont armés et en quelques minutes, des mitrailleuses ouvrent le feu depuis les miradors. Les prisonniers tombent par vagues. Certains atteignent les clôtures. Ils coupent les fils de fer avec des outils volés. D'autres sont abattus en escaladant. Des corps restent accrochés aux barbelés, emmêlés et en sang. Environ 300 à 400 prisonniers parviennent à franchir les barrières. Ils fuient dans la forêt environnante, mais la forêt n'offre aucune sécurité. Les SS organisent des battues. La police allemande ratisse les bois. Les collaborateurs ukrainiens traquent les évadés pour des primes. Certains prisonniers sont abattus sur le champ. D'autres sont capturés et ramenés à Treblinka, où ils sont exécutés publiquement à titre d'avertissement. À la tombée de la nuit, le soulèvement est terminé. Le camp est en ruine. Les bâtiments brûlent, des corps jonchent le sol. Les SS comptent leurs pertes. Plusieurs gardes sont morts, dont 2 officiers SS. Mais des centaines de prisonniers sont également morts. Et le camp, bien que endommagé, tient toujours. La riposte des SS est brutale. Les Sonderkommando restants, ceux qui n'ont pas participé au soulèvement ou qui étaient trop blessés pour fuir, sont exécutés au cours des semaines suivantes. Le camp est progressivement démantelé. Les chambres à gaz sont détruites, les bâtiments sont incendiés, les fosses communes sont exhumées et les corps sont brûlés sur des bûchers pour effacer les preuves. En novembre 1943, Treblinka a disparu. Une ferme est construite sur le site. Un fermier est installé. Des cultures sont plantées. Les SS parviennent presque à effacer Treblinka de l'histoire, mais ils échouent d'une manière cruciale. Quelques prisonniers survivent. Sur les 300 à 400 qui se sont échappés lors du soulèvement, moins de 70 survivent à la guerre, mais ces près de 70 deviennent des témoins. Ils témoignent lors des procès, ils écrivent des mémoires, ils refusent de laisser le monde oublier. L'un de ces survivants est Janko Wiernik. Après s'être échappé, il se cache chez une famille chrétienne jusqu'à la libération. En 1944, il rédige un récit détaillé de Treblinka, y compris des croquis du plan du camp et des chambres à gaz. Son témoignage devient une preuve clé lors des procès de Nuremberg. Un autre survivant est Samuel Filenberg, l'un des derniers survivants de Treblinka encore en vie. Des décennies plus tard, il contribue à la création du musée et centre d'éducation de Treblinka. Il sculpte des figures en bronze représentant l'angoisse des victimes. Il passe ses dernières années à s'assurer que le monde se souvienne. Mais qu'est-il arrivé aux bourreaux? Les hommes qui ont construit la machine, ceux qui l'ont fait fonctionner, ceux qui rentraient chez eux chaque soir après une journée de meurtre de masse. Franz Stangl, le commandant de Treblinka, s'évade en 1943. Alors que l'armée rouge avance, la SS évacue vers l'ouest. Stangl prend une fausse identité. Après la guerre, il s'enfuit en Syrie, puis au Brésil. Pendant des décennies, il vit discrètement à São Paulo, travaillant dans une usine Volkswagen. Il a une maison, une famille, une vie normale. Mais en 1967, le chasseur de nazis Simon Wiesenthal le retrouve. Stangl est arrêté et extradé vers l'Allemagne de l'Ouest. Lors de son procès en 1970, il est reconnu coupable de complicité dans le meurtre de 900 000 personnes. Il est condamné à la réclusion à perpétuité. Lors d'entretiens, il affirme qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais tué personne personnellement. Il se présente comme un administrateur, pas comme un meurtrier. En 1971, il meurt en prison d'une insuffisance cardiaque. Irmfried Eberl, le premier commandant de Treblinka, est arrêté par les forces américaines en 1948. Il se pend avant son procès.
Kurt Franz, l'adjoint de Stangl, est capturé et jugé dans les années 1960. Il est reconnu coupable d'avoir participé au meurtre de 300 000 personnes et condamné à la prison à vie. Franz a conservé un album photo de Treblinka avec des images du camp, des gardes, des victimes. L'album est intitulé « Schöne Zeiten, beaux jours ». Il devient une pièce à conviction lors de son procès. Beaucoup d'autres échappent à la justice. Certains disparaissent en Amérique du Sud. D'autres prennent de nouvelles identités en Allemagne même. Certains ne sont jamais retrouvés. Les procès se poursuivent sporadiquement jusqu'au XXIe siècle. En 2015, un ancien garde de Treblinka, âgé de 94 ans, est inculpé comme complice de meurtre. Il est trop malade pour être jugé. Il meurt avant d'être condamné. Les SS ont réussi une chose. Ils ont presque effacé Treblinka. Contrairement à Auschwitz, aucune infrastructure massive ne subsiste. Les nazis ont tout démantelé. Ils ont labouré le terrain. Ils ont planté des lupins, une plante à croissance rapide, qui masquerait le sol. Ils ont ordonné aux fermiers qui vivaient sur le site de nier l'existence même du camp. Mais en 1959, le gouvernement polonais crée le musée de Treblinka. Le site devient un mémorial. 17 000 pierres de granit sont disposées sur le terrain, une pour chaque communauté juive détruite pendant la Shoah. Au centre se dresse un immense monument de pierre marquant l'emplacement des chambres à gaz. Il est déchiqueté, fracturé, comme des dents brisées. L'inscription dit « Plus jamais ça ». En 1988, le camp est déclaré monument national. Des survivants viennent en visite, ils déposent des pierres, ils allument des bougies. Ils récitent le Kaddish pour ceux qui n'ont pas de tombe. Mais la question demeure. Comment commémorer un lieu conçu pour effacer la mémoire? Comment transmettre les leçons de Treblinka alors que les nazis ont tout fait pour le faire disparaître? La réponse se trouve dans les témoignages, dans les documents, dans les récits des 70 qui se sont échappés et ont survécu, dans les écrits de Jankiel Wiernik qui a dessiné les chambres à gaz de mémoire, dans le témoignage de Samuel Willenberg qui a passé des décennies à sculpter des figures en bronze pour que les générations futures puissent voir les visages des victimes, et dans la vigilance des historiens, des éducateurs et des survivants qui insistent sur le fait que cela s'est réellement produit. C'était réel et cela ne doit plus jamais se reproduire. Treblinka existe aujourd'hui comme un champ de pierre. Si vous visitez, vous marcherez sur un sol irrégulier. Vous verrez les 17 000 stèles de granit, certaines grandes, d'autres petites, représentant les communautés effacées. Vous vous tiendrez là où se trouvaient autrefois les chambres à gaz. Vous suivrez le chemin du tube, le couloir étroit bordé de barbelés, où des centaines de milliers de personnes ont marché vers la mort. Mais vous ne verrez pas les bâtiments. Vous ne verrez pas le quai de la gare avec la fausse horloge. Vous ne verrez pas les bûchers ni les fosses communes. Les nazis ont tout effacé. Ce qui reste, c'est l'absence. Et cette absence est une forme d'horreur en soi. Parce que Treblinka nous oblige à affronter une vérité que nous préférerions éviter. La Shoah n'a pas été une explosion de violence irrationnelle. C'était un système, une machine, construite par des ingénieurs et des administrateurs, opérée par des bureaucrates et des gardiens, maintenue par la paperasserie, les plannings et les chaînes d'approvisionnement. Des personnes ont conçu cela, des personnes ont choisi d'y participer et des personnes ont choisi de détourner le regard. Treblinka n'était pas une aberration. C'était un processus, affiné, testé et étendu à grande échelle. La tromperie qui commençait avec les avis de déportation à Varsovie se terminait dans des chambres à gaz déguisées en douche. Le processus était sans faille. Le meurtre était industrialisé. Les preuves ont été presque effacées. Mais presque n'est pas suffisant, parce que les 70 qui se sont échappés ont refusé de se taire. Ils ont témoigné, ils ont écrit, ils ont sculpté, ils ont construit des mémoriaux. Et grâce à leur courage, Treblinka existe. Non pas comme un secret, mais comme un avertissement. Chaque année, le 2 août, des survivants et des descendants se rassemblent au mémorial. Ils allument des bougies pour les 900 000. Ils lisent des noms, ils se tiennent en silence,
et il pose la question qui hante chaque génération. Cela pourrait-il se reproduire? L'histoire dit oui. Des génocides ont suivi. Cambodge, Rwanda, Bosnie, Darfour. Les méthodes changent, les technologies évoluent, mais le noyau reste le même. Déshumanisation, bureaucratie, conformité, conviction que certaines vies comptent moins que d'autres. Treblinka nous apprend que le mal ne se manifeste pas par des cornes et des crocs. Elle arrive par le biais de notes de service et d'horaires de train. Elle se dissimule derrière des euphémismes. Réinstallation, traitement spécial, solution finale. Elle repose sur des gens ordinaires pour commettre des actes d'une cruauté extraordinaire. Mais Treblinka enseigne aussi la résistance. Le soulèvement du 2 août 1943 était voué à l'échec dès le départ. Les prisonniers le savaient, mais ils ont quand même choisi de se battre. Ils ont choisi la rébellion plutôt que la soumission. Ils ont choisi de faire en sorte que, s'ils venaient à mourir, le monde entier sache ce qui s'était passé. Et grâce à eux, nous le savons. Nous connaissons la disposition des chambres à gaz, nous connaissons les noms des responsables. Nous connaissons l'ampleur du crime. Nous savons qu'entre juillet 1942 et octobre 1943, Treblinka a effacé. Si cette histoire vous a ému, interpellé, ou vous a aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires plus puissantes. Plus de voix oubliées et plus de vérité du passé. Alors si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons à construire ce voyage ensemble. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun d'entre eux et nous aimons entendre vos avis. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.